J'ai jamais rien fait en réfléchissant ni aux conséquences, ni à ce que je vais gagner, ni à ce que je vais perdre dans l'histoire. J'étais devenu vraiment beaucoup plus résistant et beaucoup plus fort. ما بغيتش نتبع الخطوات ديال بنادم كله. الى يومنا هذا كلشي خصو يهلك. مع قال لنا راه غدوزو عند وكيل الملك اصلا لا بدات الخلع. Vous écoutez Radio Ma'arif. Le podcast underground. Libre sur le web. C'est en regardant les films de Bruce Lee que Mohamed Targisti, comme beaucoup d'enfants de sa génération, a attrapé le virus des arts martiaux. Une passion qui va le conduire jusqu'aux montagnes chinoises au cœur d'un temple Shaolin. Un parcours saisissant qui donne un podcast en forme de réflexion sur la volonté et le destin. Je suis né au centre-ville. Mon père, c'est un restaurateur. On avait notre restaurant juste à côté de chez nous. C'était dans le quartier d'Alba Omar, juste dans la rue exactement Tahar Sbzi. Je suis le troisième enfant de la famille. Il y avait 2 grandes sœurs avant, et puis moi, je viens en troisième. Et puis voilà, j'étais soi-disant le chouchou du papa et de la maman, bien sûr, le premier garçon qui arrive dans la famille. On va dire très guardado, comment dire, protégé par la maman et le papa. Au point que je pouvais même pas sortir, ni jouer, ni m'amuser avec les enfants dehors, dans la cour et tout ça. Et dans mes 5-6 ans, je voulais vraiment descendre, jouer avec mes potes en bas dans la cour. Puis une fois, là, j'ai ramené mon ballon. J'avais acheté un ballon et puis je l'ai ramené pour jouer avec les gens de la cour. Et puis les gars, ils ont décidé de me retirer du groupe. Voilà, ils m'ont pris le ballon, ils m'ont dit, toi tu te mets de côté, quand on aura besoin d'un remplaçant, on t'appellera. Et puis moi, ça m'a pas plu cette histoire-là, et j'étais allé récupérer le ballon, J'ai dit non, c'est mon ballon. En disant ça, en fait, il y avait un des gars qui est venu, il m'a récupéré le ballon, il m'a repris le ballon, il m'a donné une claque. Il était beaucoup plus grand que moi, je crois qu'il avait dans les 10 ans, 11 ans, il m'a donné une claque, il me dit, t'es un enfant, tu restes dehors. Mon père, il avait vu ça, il était au balcon, il avait vu cette scène-là, il a pensé, il faut que j'introduise ce garçon à faire les arts martiaux. Il est descendu, il m'a appelé, il m'a dit, viens, remonte à la maison, tu vas te changer, tu vas partir avec moi, on va aller voir mon ami, c'est un professeur de karaté, c'est un grand monsieur, et il va t'enseigner comment te défendre, et plus jamais on te frappera. Alors, c'était cette période-là où ça commençait un peu mon approche, si on veut, avec les arts martiaux. Alors, il m'a ramené dans cette salle, et c'était un milieu différent de ce que je m'attendais. En fait, je m'attendais à ce que j'arrive, qu'il y ait des enfants, qu'il y ait du mouvement, que quand on t'enseigne vraiment comment te défendre face à des situations. Mais l'histoire, elle n'était pas comme ça. En fait, c'était assez froid. J'étais pas vraiment heureux d'être là, en vérité. Les répétitions, les tsuki jodan, les coups de poing qu'il faut donner, et puis ça gueulait, ça parlait fort. Moi, je sortais d'un milieu qui était quand même assez protégé. Et soudainement, je me retrouve dans un milieu qui était un peu... Pour moi, c'était violent, Et ça reflétait pas ce côté arts martiaux que je voyais dans les films de jadis, qui étaient des films de Bruce Lee, les films de Shaolin, du Kung Fu. C'était différent. Alors, j'y allais, mais j'étais pas satisfait. J'étais pas content. J'étais attiré par les anciens films de Kung Fu, les films de Shaolin, les films des temples de Shaolin avec les disciples, où on voyait des gens qui rentraient, en fait, qui savaient rien faire, et puis rentraient, on voyait que ça passait rapidement, Dans un film, ça se passe dans 1h30, alors on croit que ça se passe rapidement, que les gens, ils rentrent dans un temple, et aussitôt, ils en ressortent, ils en ressortent plus fort, et tout ça. Je m'attendais à ça, en fait, que je rentre à l'intérieur, que facilement, rapidement, je vais apprendre à me défendre. Alors que c'était pas vraiment le cas. En fait, quand j'allais à cette salle, j'avais encore plus peur parce que les gars, ils me rentraient dedans. Je recevais des coups de poing, je savais pas comment me défendre ces coups de poing. Et puis après, il y avait cette agressivité chez eux. Et moi, j'étais quand même assez chuchoté au point que j'avais des cheveux qui tombaient sur les épaules. Ma mère, elle me brossait mes cheveux parce qu'elle avait 2 filles avant. Et le troisième, c'était un garçon. Alors, elle s'amusait aussi à me brosser mes cheveux, à les rendre un peu plus longs. Et c'était par protection, je ne sais pas. Ce que je cherchais dans les arts martiaux, ce que je voyais dans les arts martiaux, je retrouvais pas vraiment dans cette salle. J'ai pas retrouvé ça dans cette salle, mais quand même, ça ne m'a pas empêché de continuer à voir les autres films d'arts martiaux
dans les films de Bruce Lee, qui, au fait, Bruce Lee, c'est la légende. C'est la personne qui a, moi, je dis, qui a révolutionné le monde des arts martiaux. C'est la personne qui a fait plaire, si on veut, ce côté des arts martiaux à tout le monde. C'est-à-dire un petit maigrichon, un petit chinois qui pouvait lutter avec des gens beaucoup plus grands et qui pouvait avoir 2, 3, 4 personnes en même temps. Alors ça, c'était vraiment un truc que j'adorais voir. Histoire, si jamais je tombe dans un conflit, qui sont 2, 3 garçons, je peux m'en sortir si je sais comment faire le vrai kung-fu. Et bon, mon père, il m'avait inscrit dans le karaté, alors c'était pas du kung-fu, alors forcément, ça m'a pas plu. C'était pas vraiment ça. Mon souhait était de rencontrer un Chinois et d'apprendre le kung-fu. Alors je pensais que tous les Chinois savaient faire le kung-fu, alors je croisais des gens dans la rue qui étaient Chinois. Et puis je leur demandais de m'enseigner le kung-fu, ça les faisait rire à l'époque. Ça les faisait rire et puis moi je comprenais pas. Alors je pensais qu'ils refusaient. Il faut refuser parce que peut-être moi j'étais pas apte, j'étais pas fait pour ça, alors ils refusaient et ils voulaient pas me blesser, ils me faisaient un petit sourire et ils me lâchaient. Je continuais à faire mes cours de karaté jusqu'à mes 14 ans. Après 14 ans, j'étais tombé malade. J'avais eu une méningite et au fait ça a attaqué un peu tout mon système nerveux et j'ai eu une hémorragie interne cérébrale au fait. Et j'étais supposé ne pas aller plus loin que ça parce que j'étais tombé dans une forme de coma et tout ça et puis on avait même cru que j'allais passer. J'avais perdu toutes les fonctions de mes membres. Cette période-là, j'étais à l'époque en brevet, en 4e année secondaire. J'étais resté à l'hôpital quand même pendant une période de 2 mois de convalescence et voilà. Après, je suis rentré à la maison et j'étais une forme, comme ils disent, une forme de légume. Je bougeais pas, je parlais pas. J'avais perdu toutes mes forces. Je pouvais même plus me mettre debout. Et puis les docteurs, ils avaient dit comme quoi c'était fichu quoi. Que ce garçon n'allait jamais reprendre sa forme, n'allait jamais avoir que j'allais être comme ça, une forme d'être vivant mais un peu en légumes quoi. Et je suis resté comme ça pendant quand même une période de quelques mois. Après, j'ai repris mes études et en reprenant mes études, j'avais arrêté complètement les arts martiaux parce que j'avais plus de force, j'avais plus de ça, j'étais vraiment, comment dire, faible. J'ai excellé dans mes études, j'avais pris la section en sciences mathématiques. Après, je suis arrivé à avoir mon bac. Et mon souhait à cette époque-là, les arts martiaux, je les avais décalés de côté, mais mon souhait à cette époque-là était d'aller aux États-Unis, d'étudier, et je voulais aller là-bas. Mon père, il était complètement contre. Il m'a dit, c'est quoi, ce serait bien que tu restes là, que tu n'ailles pas là-bas, les États-Unis c'est dangereux. Pourquoi ne pas aller faire des vacances chez ton ami au Danemark? J'avais un pote à moi qui vivait au Danemark. Il me dit, vas-y, fais-toi 1 mois là-bas au Danemark et après reviens ici, tu rentres à l'université, tu suis tes études là. Et, moi, j'ai dit d'accord. C'était des vacances pour aller au Danemark. J'avais mes 18 ans, alors je décroche, je pars au Danemark. Et en arrivant au Danemark, je vois ce pays, je dis, c'est quoi? Je reste là. J'aime bien ce pays, j'aime bien l'ambiance ici. J'avais 18 ans, j'étais libre, j'étais tout seul, et puis je pouvais faire ce que je voulais. Bon, mon père, il était dans la restauration, il avait un restaurant et tout ça. Je me suis dit, je vais lui faire plaisir en faisant ce qu'il fait, en étant un cook, un chef. Je pouvais lui faire plaisir et qu'il allait être, au fait, content, quoi. Et j'ai fait mes études jusqu'à ce que j'étais diplômé en cook, en chef cuisinier. Et c'est là, dans cette période-là, que j'avais croisé, au fait, un pote à moi qui était un Afghan et qui était un professeur de Kung Fu. Et lui, il enseignait le Wing Chun. Et c'était mon rencontre encore de nouveau avec les arts martiaux, et spécialement au Wing Chun, qui était, au fait, l'art de Bruce Lee. Alors, ça m'attirait encore 2 fois plus. J'étais encore plus branché à aller découvrir cet art et à aller découvrir le Kung Fu, parce que depuis 18 ans, on va dire auparavant, je cherchais ça. Et c'était là où je croisais, j'étais libre, je pouvais faire ce que je voulais, sans que mon père me dise non, il faut faire cet art, le karaté, pas autre chose. Bon, j'avais le choix. Et c'est là où je me suis mis à pratiquer le Wing Chun, Kung Fu au Danemark. Mon début était en 90.
Et j'ai pratiqué avec ce monsieur jusqu'à 93. Début 93, où en fait j'étais diplômé de l'école de l'hôtellerie et j'avais décidé quand même de rentrer au Maroc, de montrer ça, de montrer un peu ce que j'ai fait à mon père. En retournant ici, au fait, je voulais aussi continuer à pratiquer parce que j'étais accroché par l'art du kung-fu et je voulais pratiquer. Je me suis dit qu'au Maroc, je vais retourner, je vais croiser des gens, des gens qui savent, ou je vais peut-être enseigner ou partager ce que je sais comme savoir jusqu'à ce que ça grandisse. Et en retournant ici au Maroc, mon père, il n'était pas vraiment très content de ce que j'avais fait quand même. Pour lui, si c'était pour apprendre à cuisiner, je serais resté à côté de lui, il m'aurait enseigné tout ça. Alors, il n'était pas content de cette histoire que j'avais pris, cette initiative d'apprendre, en fait, de suivre son chemin qui était en fait la cuisine et la restauration. Puis les arts martiaux, j'avais pas trouvé grand-chose ici. Et c'est là où j'avais décidé, voilà, j'avais connu un monsieur, un Chinois, ici, qui donnait des cours de tennis de table à la Fédération royale marocaine de ping-pong. Il était, en fait, le coach. Et mon frère, en fait, à l'époque, il pratiquait, il faisait ça, il faisait le ping-pong. Je lui parlais souvent que je voulais, en fait, aller en Chine, découvrir le kung-fu, aller dans la source. Et l'histoire s'est faite comme ça. J'ai été présenté par le monsieur à des écoles chinoises. Après, il m'a donné les adresses. Et puis, je suis parti à la découverte du vrai kung-fu, à la source. Et c'est là où, en fait, j'ai atterri en Chine. J'avais fait un long chemin avant d'arriver en Chine. J'étais passé par la Thaïlande, où j'avais fait du Muay Thai pendant une période de 3 mois. Après, j'étais parti en Philippines, où je me suis initié au Kali philippin, qui était tous les armes de bâton, couteau et tout ça. J'étais en Malaisie, je suis passé par la Malaisie aussi, et j'ai découvert le Pencak Silat. Alors, ce voyage pour moi était comme si c'était une nouvelle vie, puisque mon papa n'était pas vraiment satisfait de ce que j'avais fait dans la restauration et tout ça. Alors j'ai décidé de faire exactement ce que moi je veux faire. Et c'est là où j'ai décidé d'aller, voilà, comme j'ai dit, conquérir l'Asie et puis découvrir tous les arts martiaux que je puisse découvrir et avoir une formation générale en arts martiaux. Parce que ce qui m'intéressait en vérité n'était pas juste le nom de l'art martial, mais c'est l'efficacité de l'art martial. C'est-à-dire pouvoir gérer n'importe quelle situation, que ça soit face à quelqu'un qui fait du grappling, du judo, ou du jujutsu, ou du kung-fu, des armes. En fait, j'étais jeune, alors on allait, je me trouvais des auberges, je me trouvais à manger un peu, je cherchais pas le grand luxe, quoi. Ce qui m'intéressait, c'était d'aller retrouver une école. Et dans ma tête, je me disais, une fois que je retrouvais une école, automatiquement, je vais croiser des gens. Et si je croise des gens, alors j'ai l'aide nécessaire des pratiquants. Et c'est comme ça que j'ai fait un peu dans tous ces pays-là, que ce soit en Thaïlande, ou en Malaisie, ou en Philippines. Au départ, on avait besoin d'auberges. Et après, on crèche chez les amis. Et on mange avec eux, et on s'entraîne avec eux. L'esprit martial, c'est un esprit quand même assez, on est tous frères. Comme disait le mythique Bruce Lee, sous le ciel, on est tous une seule famille. Et puis on s'entraînait parce que le but de la chose était de pratiquer. Et pour eux aussi, croiser des gens qui viennent de l'étranger était intéressant parce que, comme on dit, les sportifs sont les meilleurs ambassadeurs. On ramène la culture, on ramène notre pensée, on ramène notre manière de vivre. Alors ça aide les gens à mieux nous connaître et à connaître notre pays et puis à connaître notre nationalité, comment on est, quoi. Ça a duré quand même près de 5 mois avant d'arriver en Chine. J'avais eu quelques problèmes dans des douanes. Je devais prendre un vol et j'ai raté l'embarquement, j'ai raté la porte d'embarquement. Et au lieu d'embarquer vers Pékin, il y avait 2 portes d'accès. Il y avait une qui allait vers Pékin et puis à gauche, l'autre, elle allait vers Pasni. Alors, je suis monté dans l'avion, j'ai pris mon calmant et puis je me suis endormi immédiatement, quoi. Dans l'atterrissage, l'hôtesse était passée pour nous dire de remettre un peu les sièges. Et en remettant les sièges, je voyais il y avait un écran où c'était écrit Welcome to Pakistan. Mais je dis, c'est pas possible. Et puis ça, c'était au fait le choc de ma vie, quoi. Alors je me retrouve au Pakistan. Et j'avais eu des problèmes parce que en fait, j'avais pas de visa de Pakistan à cette époque-là. Et j'avais ce problème. Comment il se fait que j'ai réussi quand même à prendre un vol et de rentrer dans un vol alors que j'avais pas de visa. Et j'avais eu des problèmes au niveau de la douane et au niveau de l'immigration. Ce qui a fait que ces gens-là, ils ont un peu fouillé un peu dans toutes mes affaires. Et ils m'ont fait perdre, au fait, mon calepin d'adresse qui était, au fait, où il y avait toutes les adresses de Chine, avec tous les noms, tous les professeurs et tous les numéros de téléphone. J'étais resté quand même en Pakistan pour quelques jours.
pour leur investigation et pour leur interrogatoire et dire comment j'arrive au Pakistan sans avoir de visa. C'était une période un peu assez chaude, cette période-là, en plus c'était la période des talibans et toute cette histoire-là. Et puis quelques jours après, j'ai réussi quand même à quitter ce pays-là et d'aller à Pékin. J'arrive à Pékin, je me dis, je vais prendre un petit hôtel, je vais appeler les gens, ils vont venir me récupérer et tout va bien. Alors, c'était vraiment pas le cas, puisque j'arrive dans l'hôtel, je cherche dans mes affaires, je trouve plus le calepin d'adresse que j'avais, le petit bout de papier où j'avais un peu le tout écrit. Ils m'avaient pris tout. Personne ne parlait une autre langue que chinois. Et puis tout le monde était vêtu de la même manière, en fait, de grands manteaux en vert, un peu militaires, et avec des chapeaux un peu à la russe. Je me suis retrouvé vraiment dans un lieu où je connaissais personne, j'étais perdu, quoi. La chance que j'avais, c'est que c'était marrant parce que le monsieur qui m'avait donné toutes les adresses et tout ça, il était venu chez moi à la maison une fois et puis il devait passer un coup de fil en Chine. Et il m'avait demandé qu'il pouvait utiliser mon téléphone. Et j'ai dit oui. Alors il me donne le numéro dans un papier. Ce papier-là, au fait, c'est le seul papier que j'avais gardé avec moi en sortant de la maison du Maroc quand je devais voyager. J'avais un bout de papier où il y avait le numéro chinois. J'ai pris ce numéro chinois, je l'ai mis dans ma poche juste comme ça. Je me suis dit, bon, au cas où. En fait, c'est ce numéro qui m'avait aidé à retrouver les gens que je devais rencontrer. Avant que je me rende compte que j'avais ce papier-là, j'étais perdu. J'étais perdu là-bas en Chine. C'était un État communiste militaire où tu n'avais pas droit à l'erreur, où les gens étaient quand même assez sévères et assez fermes. Et en étant étranger, je fais même 1m88. Et là, quand je passais devant les gens, ils me regardaient du bas. Et puis c'était l'étranger, quoi. L'étranger passait par-ci, l'étranger passait par-là. Alors, je retrouve ce numéro-là et je descends vers une fille qui travaillait dans la réception. Et puis je lui dis, j'ai ce numéro et je cherche un monsieur qui s'appelle Han et qui était au Maroc. Han, en Chine, c'est comme si on disait Mohamed au Maroc. C'est-à-dire qu'il y en a des millions. Et en Chine, il y en avait des millions. Mais il y avait quand même ce numéro-là. Et ce numéro n'était pas de celui de Han, était au fait d'un hôpital où la femme de ce Han se faisait traiter pour un cancer. Et 24 heures après, il y a un monsieur qui m'appelle, j'étais dans la chambre, on m'appelle au téléphone, alors je décroche. Je dis allô, il me dit allô, c'est Mohamed, je dis oui, il me dit c'est Han. En fait, il était en Chine. Il était venu aussi en Chine pour sa femme parce qu'elle était mourante. Et il me dit où tu es, je suis à Pékin, Tintin. Et puis il me dit, tu sais quoi, tu m'attends le temps que j'arrive, j'en ai pour 6 heures de train. Je viens te récupérer, je te place dans les bonnes conditions et après je dois retourner à l'hôpital. Moi, j'avais pas bouffé pendant 3 jours, quoi. Parce que quand je sortais, je trouvais rien à manger. Alors j'achetais que des bananes. Je trouvais des bananes partout, alors j'en achetais des kilos, je mangeais que des bananes. Le long de la journée, c'était ça, banane et eau. Jusqu'à ce que le monsieur soit arrivé. Et quand il est arrivé, il m'a dit, tu sais quoi, je vais te ramener quelque part où tu vas un peu manger. Alors il m'a ramené chez des Chinois musulmans, en fait, les rouis, qui faisaient les brochettes et tout ça, un peu pas comme ici, mais un peu ça ressemble un peu. Alors j'avais goûté un peu à la viande après quand même quelques jours où je mangeais que des bananes et de l'eau et du lait, quoi. Et après, il m'a mis en contact avec ces gens-là encore que je devais rencontrer. Et il m'envoie, au fait, vers ma première destination chinoise qui était Shijiazhuang, la ville où le Tai Chi Chuan est né. Et c'était là où il avait, lui, toutes ses connaissances à lui. Et c'est là où il y avait un peu tous les professeurs d'arts martiaux un peu les plus avancés dans ce que je voulais plus ou moins pratiquer, qui était le Kung Fu. Et là, quand j'arrive là-bas, au fait, j'étais accueilli par ces gens-là, par ces messieurs qui étaient des amis à ce professionnel de ping-pong. Et on m'a ramené pour découvrir un peu tous les arts martiaux qu'ils avaient dans cette cité-là. C'est-à-dire les sortes de kung-fu qu'il y a, parce qu'il y a quand même le nombre de kung-fu, ça se répertorie un peu à 200 et des poussières. 200 styles de kung-fu. Et bon, on n'a pas visité les 200 styles, mais quand même, on m'a fait visiter les styles qui étaient dans cette ville-là, où les gens étaient bons dedans, ils étaient assez forts, ils étaient forts dedans. Et j'avais vu quand même une bonne douzaine de styles différents. Alors on m'a ramené d'une école à une autre pour découvrir, pour voir où je me sentirais le mieux. J'ai fini par accrocher par le Sanda, et si on veut appeler ça le combat libre. C'est une forme de combat qui se rapproche du MMA d'aujourd'hui. Sauf qu'il n'y a pas de
de terminaison au sol, c'est-à-dire il n'y a pas vraiment le jujutsu dedans, mais il y a tout ce qu'il faut, le pied, les coups de pied, les coups de poing, les ramener au sol, puis le contrôle au sol. C'est vrai que j'adorais le kung-fu, mais le kung-fu était quand même assez compliqué, alors je voyais les gens faire des choses, je dis mais jamais je vais arriver à faire ça, des figurines de serpents, de tigres, de lions et tout ça. Alors quand on m'avait ramené dans cette école de Sanda, on appelle ça le Sanda, sans me parler. Ça se rapprochait un peu du kickboxing, ça se rapprochait du Muay Thai que j'avais pratiqué quelques mois auparavant en Thaïlande, et puis ça se rapprochait du full contact que je voyais un peu à la télévision un peu partout dans le Maroc et puis au Danemark où je vivais et un peu partout en Europe. C'était proche. Alors je me suis dit bon, il y a un casque, il y a des gants, il y a des protèges tibia, tu rentres, tu colles et puis tu te prends et puis t'en donnes et puis après, c'était bien. Je me suis dit bon, vous savez quoi, je vais faire ça d'abord, le temps que je m'habitue, après je vais me rapprocher beaucoup plus de l'art du Kung Fu. Et j'avais pratiqué avec eux pendant une période de 6 mois, au point d'avoir fait un championnat régional, le championnat régional de Shinjiazhou, où j'avais fini 3e quand même. Ah ben, ils ont écrit un grand journal là-dessus, un grand article par rapport à ça, et j'étais accueilli par tout le monde, j'étais accueilli même par leur gouverneur. C'était bien, quoi. J'étais bien accueilli. Les gens, ils étaient assez curieux à l'époque. Puis les touristes se comptaient vraiment sur les doigts d'une main, quoi. C'est vraiment très rare où tu voyais un touriste qui débarquait pour s'initier à un art de kung-fu dans une école chinoise. Mais ils étaient pas méchants. Ils étaient beaucoup plus accueillants et aussi ils étaient curieux de savoir quel genre d'être humain on était, quoi, parce qu'on nous voyait vraiment comme des martiens, quoi. Moi, mon souhait était vraiment d'initier le temple de Shaolin et de rentrer dans le temple de Shaolin. Ça, c'était mon souhait, mon rêve depuis que j'avais l'âge de 4 ans. On va dire depuis que j'avais vu les premiers films de Kung Fu. Et puis, comme je pratiquais là-bas, alors j'avais des contacts. Et j'avais un ami à moi qui était au fait un professeur de Tai Chi. Et puis, je lui prenais la tête tout le temps en lui disant que je voulais vraiment aller au temple de Shaolin, que je voulais montrer le temple de Shaolin, que ça soit pour un mois, une semaine, n'importe quoi. Il faut que j'aille au temple, j'ai envie de découvrir ce temple, j'ai envie d'aller là-bas. Un jour, voilà, j'étais à la maison et puis le maître, il arrive vers moi, il tape à la porte, il me regarde, il me dit mais attends, c'est pas possible. Tu as vraiment une chance qui casse de la pierre. Je me dis comment ça, une chance qui casse la pierre? Il me dit tu vas aller au temple de Shaolin. Moi je dis c'est vrai, il me dit ouais, on va y aller même demain. Je dis comment ça, on va visiter? Il me dit non, tu vas aller t'entraîner. Alors j'étais quand même bouche bée, surpris, comment ça s'est posé, comment ça s'est fait cette histoire-là. Alors ce professeur de Tai Chi, au fait, professeur Tai Chi, c'est là où je comprends que c'était son second travail et que son premier travail était dans Foreign Affairs, c'est-à-dire il s'occupait de toutes les choses qui se passaient en dehors de la Chine. Il était dans l'État, en fait, il travaillait dans l'État. Et comment j'allais accéder au temple de Shaolin? Au fait, le président de la fédération de Shaolin de la Chine entière, le grand président, devait rapatrier un corps, je sais pas à qui, à sa fille, à sa sœur. Il devait rapatrier un corps des États-Unis pour la Chine. Et il devait avoir l'accord de ce monsieur-là, parce que c'est lui qui s'occupait de ça. Alors c'était une forme de je te rends ce service-là et moi je demande un service en retour. J'ai quelqu'un ici qui a une valeur d'un frère pour moi et qui rêve de rentrer au temple de Shaolin. Si on peut l'aider, ce serait magnifique. Le lendemain, alors je me réveille, je pack mes affaires et hop, c'était fini les cours de Sanda, c'était fini les cours de Tai Chi. Maintenant, il fallait attaquer le temple de Shaolin qui était à on va dire à 450 km de là où j'étais. Puis le président et le maître Mike, le professeur de Tai Chi, et moi, on a pris le train ensemble et on est parti au temple de Shaolin. Alors en rentrant dans le temple de Shaolin, j'étais accueilli comme un roi à l'entrée. Bien sûr, il y avait des moines à droite, il y avait des moines à la gauche, et nous, on passait au milieu de ces gens-là qui avaient le salut traditionnel Kung Fu avec la paume vers l'avant, et on est passé. Je suis rentré comme chez moi. C'est ce que j'aurais jamais cru pouvoir faire ou entendre quelqu'un faire de sa vie, quoi. Parce que de un, il n'y a pas d'étrangers dans le temple de Shaolin, et de deux, pas n'importe qui peut avoir accès au fait. Ils recrutent leurs athlètes des orphelinats et ils s'en occupent. Et puis ça grandit jusqu'à ce que ça devienne un moine. Et après, ils sont déposés dans différentes écoles de Chine. Et moi, j'étais
pas orphelin. J'étais pas chinois. Et j'étais pas non plus un moine, ouais. On rentre et puis une heure et demie après, Mike et puis le président étaient de retour chez eux et moi j'étais au temple. Ce premier jour était tout simple, c'était très simple, très joli. Alors je me baladais dans le temple, j'ai passé la journée à me balader dans le temple. Tout était bien, les gens étaient gentils. Les gens me voyaient un peu, bien comme j'ai dit tout à l'heure, comme un extraterrestre. Ben, j'étais habillé, pas en moine, j'étais en jogging Nike, avec des godasses Nike. Alors, vraiment, j'étais un alien pour eux. Alors, la première journée, c'était bien passé. Le lendemain, le réveil était à 4h30 du matin. Et 4h30 du matin, il fallait aller directement se raser le crâne. Ça commençait comme ça. Et avoir sa tenue, qui est au fait le kimono chinois orange de Shaolin. Et une autre histoire commence là, qui allait durer 2 ans et 9 mois. C'est comme à l'infanterie. C'était 2 ans et 9 mois d'entraînement dans le temple. Une vie dans le temple, avec les moines, dans leur forme de vie, dans leur forme de nourriture, dans leur forme d'entraînement, dans le tout, quoi. Le réveil, il est à l'aube. Et on attaquait directement la méditation. La première chose qu'on faisait, c'était réveiller l'esprit et non pas réveiller le corps. C'est pas comme ici, on se réveille, on met des pompes et on sort et on fait 15 km ou 10 km de jogging. En fait, là-bas, il fallait réveiller le corps pour une durée de 40 minutes. Il fallait respirer et méditer. Il y avait des paroles à répéter, on était devant Bouddha et c'était chaque matin, c'était comme ça, l'aube, il fallait se réveiller, s'asseoir, être dans une position d'éveil, les jambes croisées, et puis répéter des mots avec une respiration où ça montait le temps, ça descendait. En fait, ça faisait travailler tout ce qui était respiration et tout ça. Et juste après, on commençait notre travail physique qui était au fait se lever, courir, faire les étirements, et après on avait nos petits déjeuners. Et on en avait pour 2 heures de repos, et on reprenait après encore 2 heures d'entraînement. Et après, on avait 2 heures de repos, et après, on avait 2 heures d'entraînement. Alors, ça se faisait comme 2 heures on, 2 heures off, jusqu'à 18 heures. Ce qui faisait, en fait, 8 heures d'entraînement par jour. On mangeait beaucoup de poissons de rivière, d'eau douce, et puis, vegetables. Et riz, bien sûr. Beaucoup de riz. Surtout ça. Moi, je mange pas trop, c'est le poisson. J'aime pas le poisson. Pendant une période de 6 mois, je mangeais au petit déjeuner, au dîner, du riz avec des œufs. Je prenais 2 œufs crus que je mettais dans un bol de riz. Et puis, c'était ça, mon petit déjeuner, mon déjeuner et mon dîner. J'avais mes bananes et mes pommes à côté. Comme toujours, j'adore les fruits. On est dans un dortoir, on est séparés par des rideaux. On est des groupes, il y a une trentaine de personnes, C'était assez isolé parce que même leur chinois était un chinois quand même assez difficile. C'est pas un chinois mandarin, c'est pas cantonais, c'est un chinois de montagne. C'est-à-dire même les Chinois eux-mêmes, quand ils arrivent chez eux, ils ont du mal à comprendre ce qu'ils disent. Puis ça parlait beaucoup entraînement. Comme on avait 8 heures dans la journée où on faisait que s'entraîner, alors on n'avait pas vraiment le temps de trop parler. On n'avait pas le temps de parler. Et puis les gens, quand ils te parlent, ils te racontent des histoires, moi je comprenais rien, quoi. Alors, j'ai vécu tout seul pendant une bonne longue période. Ouais. J'étais comme si j'étais enfermé. Il n'y avait pas de téléphone à l'époque. Il n'y avait pas de portable. Il n'y avait pas tout ça. Quand on m'appelait, il fallait, une fois par semaine, j'avais droit au téléphone. C'est-à-dire, mes parents pouvaient m'appeler, puis il fallait que j'aille sortir du temple, et c'est toute une histoire, quoi. Toute une histoire. Et des fois, je sors, j'arrive jusque là-bas, et puis quand je décroche le téléphone, il n'y avait plus personne. Alors, il fallait que je revienne. Alors, bon, c'était pas vraiment comme aujourd'hui. C'était tellement dur qu'après 2 mois, j'ai essayé de me barrer. Après 2 mois, je voulais m'échapper. Et le soir, je me suis échappé. Je me suis levé parce que c'était tellement dur que je me suis levé le soir et que j'ai pris mes affaires, je suis sorti du temple et je suis barré. Et j'étais arrêté, 3/4 d'heure plus tard parce que j'étais pas chinois. On voyait du bout de la rue. Alors les gens de la sécurité, la police et tout ça, on m'a croisé dans la rue en train d'attendre un bus. Ils m'ont pris. Ils m'ont ramené directement au temple de Shaolin. En rentrant au temple de Shaolin, cette fois-ci, le temple, il a repris mon passeport, il a repris toutes mes affaires. Et c'était non. Tu es là pour finir ton stage d'entraînement qui est au fait de 2 ans et 9 mois. Ta formation.
Tu peux pas partir, non, tu peux pas changer d'avis, non. Dans le système communiste, tu as décidé, tu as signé, et quand tu dois assumer tes mots. La Chine, c'est comme ça, hein. Quand tu dis un truc, tu dois assumer ce que tu dis. Tu peux pas dire, tu sais quoi, je vais venir, je vais passer une semaine là, après tu dis, c'est quoi, j'ai plus envie. C'est ça ce que je dis. C'est pas la Chine d'aujourd'hui, hein. C'est vraiment une autre Chine. Une Chine communiste, quoi. Une Chine où tu n'as pas vraiment droit à parler, quoi. Tu peux pas placer un mot. Tu places un mot au départ, puis après, t'as plus rien à dire. Ça m'a forgé, au fait. On va dire qu'après ces 2 ans et 9 mois, j'étais plus moi. C'était plus moi. C'était plus c'est Mohamed qui était là, Casablanca, Quand je vivais ici à Casablanca, de retour du Danemark, j'avais mon propre appartement. J'avais une belle Mercedes à l'époque, une 190 à l'époque de 316. Alors, j'avais une maison, j'avais une voiture, j'avais de l'argent, je pouvais avoir de l'argent et je pouvais vivre, quoi. Vivre, comme ils disent ici, vivre, c'est-à-dire faire la fête. En allant en Chine, j'avais plus de Mercedes, j'avais plus d'argent, j'avais plus rien. J'avais quoi? J'avais moi, ma personnalité, qui je suis. Eh ben, cette personnalité, celle que j'avais ramenée en Chine, moi je dis, elle était morte en Chine. Une autre est née au fait de ces centres-là. Une autre personne était née, une personne qui n'avait... Aujourd'hui, ça m'intéresse pas. Aujourd'hui, tu peux me parler de voitures, ça m'intéresse pas. Tu peux me parler de choses, ça m'intéresse pas. Vraiment, ça m'intéresse pas, au vrai sens du terme. Avant, j'étais un fan de voitures. J'étais un fan de moto. Je pouvais parler de ça avec les gens. Le luxe aussi ne me parle plus. C'est vrai que j'aime bien vivre bien, mais je suis pas en quête de ça. Depuis que je suis retourné dessus, je suis retourné riche. Mais riche de l'intérieur, pas de l'extérieur. Pas au niveau de mes poches, mais plutôt au niveau de mon cœur et au niveau de mon apprentissage. J'ai appris beaucoup de choses dans le temple. J'ai appris à me dépasser dans le temple. J'ai appris à dire à moi-même non. J'ai appris à dire à moi-même, c'est pas encore le moment de dire que tu es fatigué. J'ai appris à vivre seul, à survivre si on veut, à survivre dans un milieu qui n'était vraiment pas le mien, qui était un milieu d'un côté communiste et d'un autre côté, au fait, le temple Shaolin était bouddhiste. Ils voulaient rien savoir de qui tu étais ou qu'est-ce que tu as ou combien tu as. Non. Ce qui les intéresse, c'est le nombre de séries que tu puisses faire. C'est comment tu es résistant, c'est comment tu es persévérant, c'est comment tu es respectueux envers les plus âgés, envers les plus gradés, et aussi pouvoir mixer avec le monde, mixer avec tout le monde. Le bouddhisme, en fait, c'est une philosophie, oui, absolument, c'est une philosophie et une religion en même temps aussi pour eux. Parce que comme on disait, chaque matin on se réveillait pour aller voir Bouddha et puis méditer en face de lui, puis le soir c'était la même chose. Alors pour eux c'était une forme de religion. Pour moi je prenais ça comme une forme de... je me fortifiais le corps, c'est-à-dire moi je prenais ça du côté, pas vraiment religieux, mais du côté philosophique et aussi du côté santé, c'est-à-dire la respiration, comment gérer au fait cette respiration-là et comment gérer au fait tous les aspects un peu internes du corps, quoi, des énergies internes. Je suis devenu très maigre après 2 ans et 9 mois. En fait, je suis devenu très maigre surtout. Non, parce que je mangeais pas assez, mais ça n'a pas changé grand-chose en fait dans mes attitudes physiques. Au contraire, j'étais devenu vraiment beaucoup plus résistant et beaucoup plus fort. Je rappelle un peu le premier mois que j'étais arrivé au temple. Un matin, j'étais fatigué. Et puis ça tapait sur la cloche, c'est-à-dire à 4h30 du matin, il fallait se réveiller et puis il faisait froid. Alors j'étais fatigué, il faisait froid, j'avais pas envie, j'avais pas envie de m'entraîner, c'était comme bon. Alors le monsieur, il rentre, le moine, il me voit, j'étais encore allongé, alors, il me fait le geste, qu'est-ce que tu fais? Lève-toi. Alors bon, moi j'ai fait un peu mon petit cinéma, alors j'ai toussé 2-3 fois. La grippe, j'ai la fièvre, j'ai les angines. Je lui ai un peu montré, alors le monsieur il m'a regardé, il m'a dit bah ouais, pas de problème, mais wenti. En chinois ça veut dire il y a pas de problème. Alors il ramène une couverture, il m'a mis sur moi une couverture. Moi, j'ai dit, attends, c'est cool. Moi, j'aurais dû faire ça depuis le départ, quoi. J'ai attendu un mois pour faire ça. Le monsieur, il part, il revient quand j'étais vraiment en train de tomber dans mon sommeil. Puis il vient avec un autre monsieur qui était un moine, le docteur. Alors, il me dit, retire tes affaires, je retire tes habits. Mais je dis, quoi? Il me dit, retire tes habits. Je me dis, pourquoi? Il me dit, parce que on va te soigner. Alors, je retire mes habits, je me mets sur le ventre. J'avais des aiguilles d'acupuncture du crâne jusqu'à la plante des pieds. C'était la dernière fois où j'avais dit que j'étais malade. C'était la dernière fois. Et je suis resté comme ça pendant une bonne matinée à soi-disant faire ressortir ce froid du corps
Ouais, ils mettent de l'acupuncture, ils mettent un bout de coton dessus, puis ils allument. Et au fait, ça ressort, ça absorbe tant que ce coton se brûle, ça ressort au fait le froid que tu as dans le corps. Et puis j'ai vécu une expérience incroyable. C'était vraiment la première fois que j'ai essayé une séance d'acupuncture et j'ai passé la journée sous ça. Mais plus jamais je suis tombé malade. Pendant une période de 2 ans et 9 mois, je suis jamais tombé malade. Même en étant malade, je me levais et je m'entraînais. Quand tu sors de là, tu es plutôt prêt à tout. Pour la guerre, mais prêt pour la vie surtout. Survivre un peu partout. Avec ce niveau-là, je reviens au Maroc, oui. C'était en 95 et je croise au fait un monsieur qui est au fait un professeur de Kung Fu qui était là au Maroc pour faire un stage de Wing Chun qui s'appelait Maître Didier Bédard. Et au fait qui est le précurseur du Kung Fu en Europe. Et en France, plus précisément. Je débarque dans son stage. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours été l'art du Kung Fu. Et spécialement l'art de Bruce Lee. Et le Wing Chun comme étant l'art de Bruce Lee. Alors, j'étais allé vers ce stage-là pour rencontrer ce personnage qui était Didier Bédard. Là, je reprends un peu mes clics-là, que je pars chez lui à Paris pour continuer, pour me spécialiser plus ou moins, dans l'art du Wing Chun. Parce que ma formation dans le temple de Shaolin était pour avoir une notion générale sur le Kung Fu, connaître certaines formes essentielles et surtout vivre la vie d'un moine. Avec Bédard, je suis rentré dans l'art du Wing Chun. 4 ans plus tard, je décroche le titre d'instructeur de Wing Chun. Et puis depuis, j'ai représenté un peu son image et son école ici au Maroc et un peu partout dans le monde. Là, je commençais à donner des cours ici, au groupe d'intervention ici, à la police marocaine, ici, à la gendarmerie, tout ça. Et je commence à les initier à l'art du Kung Fu, à l'art du Wing Chun, En 95, j'avais entendu parler de ce Jujutsu. Parce que pour moi, le Kung Fu était l'art le plus excellent, le plus dangereux. Et puis les pratiquants de Kung Fu, comme je voyais les gens des moines de temple de Shaolin, comment on travaillait, parce qu'on s'entraînait toute la semaine, puis chaque fin de semaine, il y avait des compétitions qui se faisaient au fait au sein du temple. J'ai mes dents qui sont tous cassées à cause de ça, j'ai un changement au niveau de mes dents, j'ai des implants un peu partout, parce qu'on s'entraînait, et puis au temple de Shaolin, il n'y avait pas de gants. Et puis il n'y avait pas de protège-dents. Les gants étaient des formes, du coton, et puis on l'entourait avec une forme de lasse, de bandage, et puis ça allait. Et puis on se cognait dessus, et puis ça cassait un peu partout. C'est-à-dire que les points étaient portés à vivre, quoi. Déjà en faisant ça, pour moi, quand je voyais le niveau des combattants, je me disais il n'y avait pas un autre art martial dans le monde qui pouvait vraiment se confronter au Kung Fu et pouvait gagner le Kung Fu, quoi. Mais c'était en 95 qu'il y avait eu les Ultimate Fighting, 93, 94 et 95. En 95, moi j'avais entendu comme quoi il y avait eu un fight multidiscipline où au fait c'était pas le Kung Fu qui avait gagné, mais c'était le Jiu-Jitsu brésilien. Je me dis c'est pas possible. Pour moi c'était quoi ce Jiu-Jitsu brésilien? Quand j'entends Jiu-Jitsu, ça me fait penser au judo. Je me dis comment un judo pourrait gagner un art qui est Kung Fu, où tous les coups sont permis, tout c'est fait. Et en 99, mon professeur, Didier Bédard, il m'avait dit qu'il fallait bien avant 99, on va dire en 97, 98, il m'avait dit qu'il fallait que je découvre cet art qui est au fait le Jiu-Jitsu brésilien, qui est un art excellent, qu'il fallait que je fasse ça. Puisque moi je voyageais beaucoup et tout ça, ce serait bien que j'aille vers ces écoles-là. Et ça m'avait poussé à aller vers l'école de Gracie en Californie, qui était la première école de jiu-jitsu brésilien en dehors du Brésil, qui était dirigée par Rorion Gracie et le mythique Royce Gracie. C'était le début, on va dire, du jiu-jitsu brésilien dans le monde. Et c'était après qu'ils aient organisé ces Ultimate Fighting, ces combats libres, que les gens ils ont découvert le jiu-jitsu brésilien. En 2001, exactement, il y avait eu un professeur qui était venu du Brésil, de la famille Carlson Gracie du Brésil, qui était venu chez mon professeur pour animer un stage de jiu-jitsu brésilien. En fait, il y a eu un stage avec ce monsieur, ceinture noire de la Carlson Gracie. Et juste après, au fait, je l'ai ramené avec moi au Maroc. On a fait le stage, on est resté quelques jours après. Je lui ai dit, c'est quoi? Viens découvrir le Maroc, il y a la plage, le soleil, il fait beau. Alors, je l'ai ramené. Et il est resté avec moi une durée de 3 mois. Après 3 mois, je suis reparti avec lui au Brésil. Et c'est là où je me suis j'ai découvert un peu le jiu-jitsu brésilien au Brésil, avec ce monsieur-là, et à l'académie de Carlson Gracie. Et ça avait commencé comme ça.
en portant encore une fois mon kimono et ma première ceinture blanche et avoir le plaisir de relancer une nouvelle voie d'apprentissage. Alors, j'ai pas eu la chance de pouvoir faire de la compétition dans Wing Chun puisque ça n'existe pas. Par contre, dans le temple de Shaolin, j'avais fait beaucoup de championnats au sein du temple. J'en ai perdu quelques-unes, j'en ai gagné quelques autres. Après, j'étais allé vers le jiu-jitsu brésilien. Puis, le jiu-jitsu brésilien, c'est au fait un art de compétition. C'était un art où je pouvais au fait monter et puis montrer si j'étais apte à devenir champion, un peu comme je fais auparavant dans les autres styles. Et puis en 2007, en fait, 6 ans après, j'ai fait mon premier championnat au Brésil même, à Rio de Janeiro. Et j'avais fini premier, médaille d'or. Et en 2008, j'ai refait encore les nationaux. J'ai gagné encore, j'ai fini premier dans les nationaux. Après le goût des championnats, ça m'a pris. Et puis après, je me suis décidé à faire les internationaux mondiaux et qui se faisaient même à Rio de Janeiro. Et j'avais fait l'Open mondial de 2008 où j'étais vice-champion de la compétition. J'ai été deuxième. Je refais en 2009. Je me suis préparé, je suis remonté, j'ai fait les mondiaux Open où j'avais fini encore une fois deuxième, vice-champion. Et dans la même année, au fait, j'ai eu la naissance de mon petit-fils qui est né là-bas même au Brésil. En fait, je suis marié avec une Brésilienne et voilà. Et puis j'ai eu mon premier garçon le lendemain de mon championnat. Alors, je garde ce souvenir de ce championnat comme étant le dernier championnat que j'avais fait dans le jiu-jitsu brésilien. Et après, je me suis mis dans l'idée, dans la tête de ramener un peu cet art au Maroc et de le développer ainsi que tous les autres arts et puis d'ouvrir mon académie, de l'ouvrir un peu au public et partager. C'est exactement ça, l'académie où on est maintenant. Moi, ma quête c'était une quête pour le savoir dans les arts martiaux, chose qui n'est pas encore finie. Je suis encore jeune, hein, j'ai mes 49 ans, mais je me vois à 23. Je vois encore 40 ans de travail encore. Et vraiment, l'idée était de partager ça parce que c'est un trésor, quoi. C'est comme si je ramène un grand trésor et puis je partage avec mes proches, avec mes frères, mes confrères et tout ça. C'est extraordinaire, quoi. De ramener cette science jusque-là et puis de donner aux gens. Si on rentre un peu dans mon tatami à l'intérieur, vous allez voir, il y a mes 4 médailles, puis à côté, il y a les 28 autres titres que mes élèves ils ont ramenés. Le fait de partager avec eux a fait d'eux ce qu'ils sont aujourd'hui. Ils sont aussi champions du monde, ils sont champions d'Europe. J'ai mes élèves qui sont un peu partout au monde maintenant. J'ai mes élèves qui sont au Brésil, ils gagnent tout le temps. Ils ont toujours des titres au Brésil. J'ai des élèves qui sont au Japon, qui gagnent aussi. J'ai des élèves qui vivent aux États-Unis, au Canada. Ils sont tous champions. Pour moi, c'est une fierté. Puis je suis heureux, je suis fier de ce que j'ai fait. Voilà. Sincèrement, ma joie est ça. Si je veux dire là, un peu le fond de moi-même, c'est que quand je vois un de mes élèves qui part, un qui représente son pays, qui représente son académie, et qui part, et qui arrive à décrocher, à ramener des médailles, attends, je peux pas vous dire, je suis encore 2 fois plus heureux que quand moi j'en ramené. Alors dans cette histoire-là, le fait de chercher dans le Kung-Fu, c'était parce que le Kung-Fu pour moi c'est l'art martial le plus vieux de l'histoire des arts martiaux. Le temple de Shaolin, on va dire que c'est le premier temple construit sous ciel il y a 1500 ans. Pour moi, ça, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. Non seulement le côté d'efficacité, mais le côté histoire et le côté knowledge, connaissance. Moi, je suis beaucoup plus attiré par la science, c'est-à-dire la science pas juste la science d'un seul art martial, mais en fait par les arts martiaux, par l'esprit des arts martiaux, c'est-à-dire la philosophie des arts martiaux. Et la philosophie des arts martiaux, on va pas la retrouver vraiment dans un seul style. C'est-à-dire, il faut vraiment devoir différencier pour voir chaque style, comment, en fait, il prend cette idée-là, cette idée d'efficacité dans son art. Kung Fu veut dire homme parfait. Pour être parfait, je pense, il faut faire beaucoup de choses dans la vie pour être parfait. Il faudrait explorer beaucoup d'horizons, il faudrait explorer beaucoup de familles, il faudrait explorer beaucoup d'art. Si encore j'ai la chance, moi je reviendrai en Chine, mais pas pour pratiquer le Shaolin, mais pour aller pratiquer d'autres arts que je cherche encore à apprendre
dans le Pakwa Chang, en fait c'est un art chinois, dans le Tai Chi aussi, j'aimerais bien m'exceller en Tai Chi, aller dans les montagnes de Wudang et puis pratiquer avec les taoïstes là-bas pendant une période de 6 mois, 1 an. C'est un plaisir pour moi. Revenir pour repratiquer et me ressourcer encore avec de nouvelles informations. Moi je refuserai jamais ça. Jamais. Moi je dis, dans cette terre, le plus important, c'est de partager. C'est de partager, n'est pas de gagner, mais de gagner. Puisque tu gagnes, tu le partages. Et puis, en le partageant, on devient 2 à vivre la chose. Et plus on partage, et plus ça grandit. Alors, quoi dire de plus? Alhamdoulilah.